mai 1945, au-dessus d'Okinawa. Le lieutenant Robert Klingman se trouve à plus de 12 000 mètres d'altitude, poursuivant un bombardier japonais Kawasaki qui fuit vers le nord. Son coéquipier, le capitaine Kenneth Reusser, vient de vider toutes ses munitions sur l'appareil ennemi, arrachant des morceaux de l'aile droite et mettant le feu au moteur. Klingman s'approche pour porter le coup de grâce, mais l'altitude glaciale a gelé ses mitrailleuses. Pas une seule balle ne peut sortir. Le Japonais continue de voler, blessé mais toujours dangereux. Alors Klingman prend une décision que personne n'oserait imaginer. Il va découper l'avion ennemi avec sa propre hélice. Il pousse les gaz à fond, son corsaire tremble, le sifflement caractéristique de l'appareil déchire l'air raréfié. Reusser distrait l'équipage japonais en volant sur leurs flancs pendant que Klingman s'approche par derrière. Les artilleurs ennemis ouvrent le feu, les balles frappent son fuselage. Klingman ne dévie pas. Il plonge et son hélice frappe la gouverne de direction du Kawasaki dans un fracas métallique terrifiant. Mais ce n'est pas suffisant. L'avion japonais vacille mais tient encore. Klingman fait demi-tour, revient une deuxième fois, puis une troisième. À chaque passage, son hélice massive arrache des morceaux de la queue ennemie. Finalement, la gouverne de direction et le stabilisateur droit se détachent complètement. Le bombardier japonais part en vrille incontrôlable et s'écrase dans l'océan Pacifique. Mais le corsaire de Klingman est lui aussi gravement endommagé. Son hélice est tordue, son moteur crache de la fumée noire et il n'a plus de puissance. Il doit planer sur des dizaines de kilomètres pour rejoindre Okinawa, sans moteur fonctionnel, avec des ailes criblées de balles. Miraculeusement, il réussit à poser son appareil sur la piste. Quand les mécaniciens examinent le corsaire, ils n'en croient pas leurs yeux. Comment cet avion a-t-il pu voler dans cet état ? Comment un pilote a-t-il pu avoir l'audace d'utiliser son hélice comme une arme ? Pourtant, cette histoire incroyable n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de ce que le Vought F-4U Corsair a accompli pendant la guerre. Mais pour comprendre comment ce chasseur est devenu une légende, il faut revenir 7 ans en arrière, à une époque où personne ne voulait de cet avion étrange aux ailes coudées. En 1938, la marine américaine lance un appel d'offres pour un nouveau chasseur embarqué. La guerre approche en Europe et les États-Unis savent qu'ils doivent se préparer. La compagnie Vought propose un design révolutionnaire centré autour du moteur Pratt & Whitney R2800 double Wasp, le plus puissant disponible. Pour exploiter toute cette puissance, les ingénieurs choisissent une hélice géante Hamilton Standard. Mais cette hélice pose un problème majeur. Elle est tellement grande que pour éviter qu'elle ne frappe le sol, il faudrait des jambes de train d'atterrissage démesurément longues. La solution trouvée est audacieuse. Courber les ailes en forme de W inversée. Cette aile en mouette inversée devient la signature visuelle du Corsair, mais elle apporte aussi des problèmes terrifiants. L'avion décroche de manière imprévisible à basse vitesse, parfois uniquement sur l'aile gauche, parfois sur la droite. Les pilotes inexpérimentés perdent le contrôle et s'écrasent. Le long nez de l'appareil bloque complètement la vue vers l'avant lors des atterrissages. Les accidents se multiplient pendant les essais. La marine commence à douter sérieusement de ce projet maudit. Le 29 mai 1940, le prototype décolle pour son premier vol. Malgré les craintes, l'avion vole remarquablement bien. En octobre, lors d'un vol entre Stratford et Hartford dans le Connecticut, il atteint une vitesse moyenne de 652 km/h. C'est le premier chasseur américain à franchir la barre des 640 km/h. La marine est impressionnée et signe immédiatement des contrats de production. Mais quand la guerre éclate en Europe, tout change. Les rapports des combats aériens montrent que l'armement prévu est insuffisant. La marine exige 6 mitrailleuses de calibre 50 dans les ailes au lieu de 4. Cette modification force les ingénieurs à retirer les réservoirs de carburant des ailes, agrandir celui du fuselage et déplacer le cockpit de près d'1 mètre vers l'arrière. Le nez devient encore plus long, la visibilité encore plus catastrophique. En septembre 1942, le Corsair subit des essais de qualification pour opérer depuis les porte-avions. C'est un désastre total.
Le train d'atterrissage rebondit violemment sur le pont, la roulette de queue se brise régulièrement et la crosse d'appontage rate les câbles d'arrêt. Les pilotes ne voient absolument rien devant eux lors de l'approche finale. Plusieurs appareils sont détruits, des hommes meurent dans des accidents évitables. La marine prend une décision brutale. Le Corsair n'opérera jamais depuis les porte-avions. L'appareil est relégué aux Marines qui combattent depuis des bases terrestres dans le Pacifique. C'est une humiliation terrible pour Vought, mais aussi une opportunité inattendue. Fin 1942, les premiers Corsair arrivent dans le sud-ouest du Pacifique. Les pilotes des Marines regardent ces machines avec méfiance. On leur a donné les rebuts de la marine, les avions trop dangereux pour les vrais porte-avions. Mais dès les premiers vols de combat au-dessus des îles Salomon en 1943, tout change. Le Corsair est incroyablement rapide, bien plus que n'importe quel chasseur japonais. Sa puissance de feu avec 6 mitrailleuses lourdes pulvérise les fragiles Zéros en quelques secondes. Sa robustesse lui permet d'encaisser des dégâts qui détruiraient n'importe quel autre appareil. Les pilotes découvrent qu'ils peuvent piquer sur les formations ennemies à une vitesse folle, tirer puis s'échapper avant même que les Japonais ne réagissent. Le moteur Double Wasp rugit, l'air s'engouffre dans les fentes d'admission des ailes coudées et produit un sifflement aigu terrifiant. Les renseignements américains affirment que les Japonais ont baptisé l'appareil le sifflement de la mort, bien que certains documents nippons parlent plutôt du Sikorsky. Peu importe le véritable surnom, la réputation du Corsair se répand comme une traînée de poudre. Les pilotes japonais apprennent à reconnaître ce hurlement caractéristique et savent que la mort arrive à plus de 600 km/h. Les victoires s'accumulent. Les Marines abattent des dizaines de Zéros, puis des centaines. Le ratio devient rapidement disproportionné. Pour chaque Corsair perdu, 11 appareils japonais tombent en flammes. Mais le chasseur montre aussi ses limites. Il reste difficile à maîtriser pour les débutants. Les décrochages imprévisibles tuent encore des pilotes lors des combats tournoyants à basse altitude. La visibilité désastreuse cause des collisions en vol et des accidents au décollage. Certains pilotes expérimentés développent des techniques pour compenser ces défauts, comme approcher en crabe pour voir la piste latéralement, mais les novices n'ont pas cette chance. En 1944, la guerre du Pacifique change de nature. Les Américains ne combattent plus seulement pour la supériorité aérienne, ils doivent également soutenir les Marines qui progressent d'île en île dans un enfer de feu et de sang. Le Corsair doit évoluer ou devenir obsolète. Les commandants demandent un chasseur bombardier capable de frapper les positions japonaises retranchées dans des bunkers en béton et des tunnels souterrains. Vought commence à tester des configurations avec des bombes sous le fuselage et les ailes. Les résultats initiaux sont décevants. L'avion devient lourd, peu maniable, et les pilotes détestent voler avec ces charges qui transforment leur rapide chasseur en un tracteur aérien vulnérable. Puis arrive Charles Lindbergh, le célèbre aviateur de la traversée de l'Atlantique. Bien qu'il soit officiellement consultant civil, il vole régulièrement en mission avec les Marines dans le Pacifique central. Lindbergh est obsédé par l'efficacité et refuse d'accepter les limitations établies. Il expérimente avec différentes charges et découvre qu'un Corsair peut emporter jusqu'à 1800 kg de bombes, 900 kg sous le fuselage central et 450 kg sous chaque aile. Les ingénieurs disent que c'est impossible, que l'avion ne décollera jamais avec un tel poids. Lindbergh le fait quand même. Il charge son Corsair au maximum et décolle pour frapper les positions japonaises dans les îles Marshall. L'appareil peine à quitter le sol, consomme toute la piste, mais s'élève finalement dans les airs. Une fois les bombes larguées, le Corsair redevient un chasseur mortel. Cette découverte révolutionne l'utilisation de l'appareil. En 1945, le Corsair est devenu un véritable bourreau terrestre.
Les Marines l'utilisent massivement lors des débarquements amphibies les plus sanglants de la guerre. À Peleliu, Iwo Jima et Okinawa, des escadrilles entières de corsaires martèlent les défenses japonaises avec des bombes explosives, du napalm gélifié qui brûle tout sur son passage et des roquettes à haute vélocité qui percent les fortifications. Le napalm est particulièrement terrifiant. Les bidons d'essence gélatineuse explosent au contact du sol et transforment des positions entières en brasiers infernaux. Les soldats japonais brûlent vivants dans leurs bunkers, incapables de s'échapper. Les corsaires volent en formation serrée, larguant vague après vague de ce liquide incendiaire qui colle à la peau et ne s'éteint pas. Mais cette transformation en bombardier expose aussi cruellement les faiblesses du corsaire. Chargé de bombes et de roquettes, l'avion perd toute sa maniabilité. Les chasseurs japonais, qui parviennent à intercepter ces formations lourdement chargées, font des massacres. Les corsaires ne peuvent plus esquiver, ne peuvent plus grimper rapidement et deviennent des cibles faciles. De plus, les attaques à basse altitude nécessaires pour larguer précisément les bombes exposent les pilotes au feu anti-aérien japonais. Les canons de 25 mm et les mitrailleuses lourdes crachent des nuages de métal qui déchiquettent les corsaires. Certains pilotes sont tués instantanément, d'autres s'écrasent en flammes, quelques-uns parviennent à regagner leur base avec des avions criblés de trous. À Okinawa, la bataille atteint son paroxysme. Les Japonais lancent des vagues massives de kamikazes qui se jettent sur les navires américains. Les corsaires doivent désormais remplir 2 missions contradictoires: protéger la flotte contre les kamikazes suicidaires et soutenir les troupes au sol qui se battent dans la boue et les décombres. Les pilotes volent jusqu'à l'épuisement complet, enchaînant mission après mission, sans repos, sans répit. C'est dans ce chaos qu'intervient l'événement du 10 mai 1945. Ce matin-là, 4 pilotes des Marines effectuent une patrouille aérienne de combat à 16 km de la base aérienne de Kadena, à Okinawa. Le capitaine Kenneth Reusser remarque des traînées de condensation très haut dans le ciel. Il grimpe pour enquêter, mais les 2 pilotes les moins expérimentés restent en arrière. Seul le lieutenant Robert Klingman suit Reusser dans cette ascension périlleuse. À plus de 11 500 mètres d'altitude, ils interceptent un bombardier de reconnaissance Kawasaki Ki-45 qui photographie les positions américaines pour préparer de nouvelles attaques kamikazes. L'équipage japonais aperçoit les 2 corsaires et vire immédiatement vers le nord, poussant les moteurs à plein régime pour s'échapper. La poursuite commence. Reusser et Klingman comprennent qu'à cette altitude extrême, leurs avions fonctionnent au-delà des limites prévues. L'air est si raréfié que les moteurs peinent, que les commandes répondent mollement, que chaque manœuvre devient dangereusement imprévisible. Pour gagner de la vitesse, ils tirent la moitié de leurs munitions dans le vide, allégeant leurs appareils de plusieurs dizaines de kilos. Cette tactique fonctionne. Reusser parvient à se placer en position de tir et vide le reste de ses cartouches sur le Kawasaki. Les balles perforent l'aile droite, arrachent des morceaux de métal et finalement, le moteur droit explose dans une gerbe de flammes orange. Le bombardier japonais perd de l'altitude mais continue obstinément de voler avec son moteur gauche. Klingman s'approche à son tour, vise soigneusement et presse la détente. Rien ne se passe. Ces 6 mitrailleuses sont complètement gelées par le froid glacial de la haute altitude. Les mécanismes sont bloqués par la glace, les munitions refusent de s'éjecter. Il est désarmé face à un ennemi blessé, mais toujours mortel. La plupart des pilotes auraient abandonné à ce moment précis, retourné à la base, signaler la position approximative de l'avion endommagé, laisser quelqu'un d'autre terminer le travail. Mais Klingman sait que ce Kawasaki transporte des photographies précieuses des défenses américaines. Si l'équipage parvient à rejoindre une base japonaise, ces renseignements coûteront la vie à des centaines de Marines lors du prochain assaut. Il doit la battre maintenant, par n'importe quel moyen. Son regard se fixe sur l'hélice massive qui tourne devant lui. 3 mètres de diamètre d'acier trempé tournant à plus de 2000 tours par minute. Une scie circulaire géante capable de découper n'importe quoi.
Reusser comprend instantanément le plan insensé de son coéquipier. Il se positionne sur le flanc gauche du Kawasaki, attirant l'attention des artilleurs japonais qui commencent à tirer frénétiquement sur lui. Pendant ce temps, Klingman accélère et se place directement derrière le bombardier ennemi. Les mitrailleuses japonaises pivotent vers lui et ouvrent le feu. Les balles frappent son capot moteur, son fuselage, ses ailes. Klingman ignore la mitraille et continue d'avancer. Il ajuste sa trajectoire avec une précision chirurgicale, visant la gouverne de direction verticale à l'arrière de l'appareil ennemi. Le choc est violent. L'hélice frappe le métal japonais dans un hurlement strident qui résonne même à travers le cockpit fermé. Des vibrations monstrueuses secouent tout le corsaire. Klingman sent ses dents claquer, ses mains trembler sur le manche. Il recule, observe les dégâts. La gouverne est entaillée profondément, mais tient encore. Le Kawasaki oscille dangereusement, mais son pilote parvient à stabiliser l'appareil. Klingman fait demi-tour et attaque à nouveau. Le deuxième passage arrache un morceau plus grand de la queue japonaise. Des fragments de métal tourbillonnent dans l'air raréfié. L'hélice de Klingman est maintenant sérieusement tordue, déséquilibrée, et les vibrations deviennent insupportables. Mais le Kawasaki vole toujours. Klingman effectue un troisième et dernier passage. Cette fois, l'hélice tranche complètement la gouverne de direction et le stabilisateur horizontal droit. Le bombardeur japonais perd immédiatement tout contrôle, part en vrille mortelle et plonge vers l'océan Pacifique. Il s'écrase à quelques kilomètres seulement du rivage d'Okinawa. Mais la victoire a un prix terrible. Le moteur du corsaire de Klingman crache de la fumée noire épaisse. L'hélice déformée vibre si violemment que les boulons du moteur commencent à se desserrer. Il n'a plus aucune puissance utilisable. Il doit planer pendant des dizaines de kilomètres, perdant constamment de l'altitude, priant pour que son avion criblé de balles tienne encore quelques minutes. Reusser l'escorte jusqu'à Kadena, impuissant, sachant que si Klingman doit sauter en parachute, il mourra probablement dans l'océan glacé. Miraculeusement, Klingman parvient à atteindre la piste. Il pose le corsaire dans un atterrissage brutal qui plie le train d'atterrissage, mais il survit. Les deux pilotes reçoivent la Navy Cross pour cette action extraordinaire. Le corsaire démoli de Klingman est réparé et retourne finalement au combat. Les statistiques globales du corsaire pendant la Seconde Guerre mondiale sont tout simplement stupéfiantes. 2140 appareils japonais détruits contre seulement 189 corsaires perdus. Un ratio de 11 contre 1 qui reste inégalé. Les pilotes ont effectué 64 051 sorties, dont seulement 15% depuis des porte-avions. L'avion que la marine avait rejeté comme inutilisable en mer a finalement été certifié pour les opérations embarquées en 1944, rejoignant les Hellcats pour protéger la flotte contre les kamikazes. Les corsaires ont largué plus de 15 500 tonnes de bombes, soit environ 70% du total des bombes larguées par tous les chasseurs américains dans le Pacifique. Après la guerre, la plupart des avions de combat américains sont retirés du service et envoyés à la ferraille. Pas le corsaire. Il reste en production jusqu'en 1953, devenant le chasseur à moteur à piston produit le plus longtemps dans l'histoire américaine, avec près de 11 ans de fabrication continue. 12 751 exemplaires sortent des chaînes d'assemblage en 16 versions différentes. En Corée, le corsaire prouve encore une fois sa valeur. Converti en chasseur de nuit, il patrouille dans l'obscurité pour intercepter les bombardiers nord-coréens. Le lieutenant Guy Bordelon devient le seul as de la guerre de Corée volant sur corsaire, en abattant 5 avions ennemis, principalement des Yakovlev 9. Il est également le dernier pilote de l'histoire à obtenir le titre d'as en volant uniquement sur un avion à hélice. Quand les Chinois et Nord-Coréens introduisent les MiG-15 à réaction, le vieux corsaire à piston ne peut plus rivaliser en combat aérien. Il est relégué définitivement au rôle d'attaque au sol, pilonnant les positions communistes avec des bombes et des roquettes. Mais son histoire ne s'arrête pas là.
La France utilise des corsaires en Indochine et en Algérie pendant les années 50 et 60, combattant dans des guerres coloniales brutales. D'autres pays acquièrent également l'appareil. En 1969, 24 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le corsaire participe à son tout dernier combat lors de la guerre du football entre le Salvador et le Honduras. Ce conflit étrange éclate pendant les émeutes accompagnant les qualifications de la Coupe du Monde de la FIFA entre les deux nations. Le capitaine hondurien, Fernando Soto, pilotant un Vought F4U Corsair, abat un Mustang P51, ainsi que 2 corsaires Goodyear FG adverses. C'est la dernière fois qu'un corsaire tire en combat réel. L'appareil, qui a commencé sa carrière en combattant les Zero japonais, termine en affrontant d'autres corsaires dans une guerre sud-américaine absurde. Si cette histoire du chasseur au sifflement mortel vous a captivé, laissez un like, partagez vos réflexions en commentaire et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits extraordinaires de l'aviation militaire.